100% Bénin, tout premier numéro au lendemain du scrutin du 6 mars. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Loin des scènes de violence et de tout bain de sang, les Béninois, dans la paix et la quiétude, étaient hier aux urnes pour décider de qui des 33 candidats en lice pour la magistrature suprême aura à succéder au président Thomas Boni-Yayi en fin de mandat. Une élection sans effusion de sang, certes, mais le parcours n'aura pas été de tout repos. Violation de temps à autre du code électoral, décaissement d'une partie du fonds alloué pour la production et la distribution des cartes d'électeurs seulement le 13 janvier, soit à quelques semaines de la présidentielle prévue en principe pour le 28 février. Le pire a été évité de justesse. Et pourtant, le Bénin, laboratoire de la démocratie en Afrique subsaharienne, avec 25 ans d'expérience, aurait pu tenir un scrutin impeccable. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Le pays serait-il en quête de ses repères d'antan? Bénin Tribune Libre du jour consacrera le décryptage d'un scrutin qui, jusqu'au bout, aura tenu en haleine tout un peuple. Notre dossier du jour portera sur les acquis en 10 ans de gouvernance du président sortant. Fin de mandat du président Thomas Boni-Yayi, quel héritage pour son successeur? Un regard avisé mais extérieur au régime pour apporter son appréciation. Il a pour nom Léton Dibé, ton analyste financier. Mais avant de le retrouver, l'instant revue des titres des journaux. Et c'est Cordiovia Métonou qu'on retrouve ce matin pour l'exercice. Cordiovia Métonou, bonjour. Bonjour Joël Yetondi. Et comment se porte ce matin après la veillée d'âme? Je crois que nous avons la forme et comme souvent, on se prête donc à l'exercice de la une des quotidiens parus donc dans le cadre de cette présidentielle que vous avez déjà énoncée tout à l'heure. Et il paraît que c'est la guerre psychologique ce matin à la une des journaux. C'est bien sûr ceci, basé d'abord beaucoup plus sur les chiffres et puis après la victoire qui se change de camp au fur et à mesure que l'on évolue dans le camp des quotidiens qui soutiennent ou non tel ou tel candidat. Et là-dessus, Actu Matin ouvre le bal avec ce titre en manchette. Premier tour des présidentielles de 2016. Sébastien Adjavon, crédité de 45% des suffrages exprimés. Il met donc également à la chute le trio gagnant de cette présidentielle avec à la tête Sébastien Adjavon, avec en dessous Patrice Talon et Lionel Zissou. Les grandes leçons d'un scrutin paisible sont également à retrouver à la une du quotidien Actu Express. Défi Info parle également de cette présidentielle qui largement va dominer les quotidiens ce matin et titre le second tour entre Talon et Zissou se confirme, ce qui est sur le spectre du chaos définitivement écarté. Info Sud, présidentielle du 6 mars, comment Lionel Zissou s'est fait avoir par la renaissance du Bénin. Et puis Sébastien Germain Adjavon revendique quant à lui 45% des suffrages exprimés, écrit Info Sud. La boussole présidentielle de 2016, le peuple souverain s'est prononcé en faveur d'un second tour. Adrien Humbedi en passe d'assumer à nouveau son destin d'opposant. La nouvelle génération parle également de ce scrutin et met en manchette Lionel Zissou gagne dans la majorité des départements. Également constaté que le Bénin a gagné durant donc cette élection. La nouvelle tribune, élection présidentielle du 6 mars 2016. La Sénat réussit le pari de l'organisation, mais 3 points de suspension. Donc les observations de la nouvelle tribune donc, sont à retrouver dans ces colonnes. La source de l'information, toujours parlant de cette présidentielle de mars 2016, les cartes possibles du second tour. Vous avez donc les grandes tendances au plan national, la razzia de Patrice Talon, aussi bien le nouveau leader du Sud, Zissou en maître dans le septentrion et les collines. Le peuple béninois a exprimé à nouveau sa maturité démocratique. Autant d'analyses à retrouver donc dans la source de l'information. L'Audace Info, selon les premiers résultats que détient donc ce journal, Sébastien Germain Adjavon largement en tête. Adjavon a battu le record sur toute l'étendue donc du territoire national, écrit le quotidien L'Audace Info. L'aurore, tendance provisoire du scrutin du 6 mars 2016, Adjavon largement en tête. Il démontre qu'il est le favori incontesté de la présidentielle, le confrère de la matinée. Première tendance de l'élection présidentielle, ASG largement en tête.
En attendant la publication de la Sénat, l'inévitable second tour entre ASG, Talon ou Zissou. Le grand matin, scrutin du 6 mars 2016, les grands favoris confirment leur avance. Et puis ASG aurait obtenu 45% des suffrages exprimés, écrit également le grand matin quotidien, le meilleur présidentiel de mars 2016. Les chiffres qui rassurent Sébastien Germain Adjavon. Après le déroulement du scrutin d'hier, la Sénat promet les premières grandes tendances pour demain. Et puis Talon dans la posture de remporter le premier tour, le pays émergent, premier tour de la présidentielle du 6 mars 2016. Sébastien Germain Adjavon déjoue les pronostics et vient en tête. Le second tour assuré, le spectre du chaos écarté. Le potentiel grande tendance du scrutin présidentiel d'hier, Patrice Talon, l'homme le plus proche de la Marina, l'hypothèse du chaos des Issouistes rangés dans les placards. La Sénat gagne le pari de l'organisation. En vote sans incident majeur à Cotonou et Calavi, les coulisses de l'élection d'hier dans le dossier du potentiel. Le Soleil Bénin Info, première tendance du scrutin présidentiel dans l'Atlantique littoral, Zou, Colline, Mono, Koufo et consorts. Talon en terre, Lionel Zissou. Le chaos change de camp. C'est une interrogation donc à la une du quotidien Le Soleil Bénin Info. Et puis le Soleil Levant pour clore donc cette première partie de la une des journaux. Décision de la Cour suprême au sujet de l'élection de l'actuel CA de Ganvier 2. La Cour invalide le siège de Popo Cyprien et établit Albert Mianwade dans ses droits. Et puis percée du candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zissou, gagne dès le premier tour. C'est donc le dernier titre que nous allons visiter à la une des canards parus ce matin. Joël Yitonji, le temps de vous donner rendez-vous dans une trentaine de minutes pour le second acte. Merci bien et à très vite pour le second acte. Nous le retrouvons donc dans une trentaine de minutes. Mesdames, Messieurs, place à présent à Bénin Tribune Libre. Le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise, c'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, Maître Alain Roula, avocat au barreau de Cotonou au Bénin, est très au fait de l'actualité sur le continent. Maître Alain Roula, bonjour. Bonjour, Joël Yitonji. Merci pour avoir répondu à cette invitation. En face de lui, Médéric François Gongo, journaliste éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour Maître. Je reste avec vous, Maître Alain Roula. Beaucoup de fierté au lendemain du scrutin du 6 mars. Oui, Joël, beaucoup de fierté parce que ce scrutin s'est en définitive déroulé dans la paix, la tranquillité, n'a été émaillé d'aucun incident majeur. C'est donc une surprise heureuse qu'il faut saluer et rendre grâce aux électeurs et au peuple béninois parce que ce n'était pas gagné d'avance. Quand on voit les nombreuses ratés et les cafouillages qu'il y a eu dans l'organisation de ce scrutin, dans tout le processus de déroulement de ce scrutin, c'était pas évident d'arriver à une situation. C'est pour ça qu'il faut rendre grâce finalement et en définitive à ce peuple et prévenir nos autorités de prendre leurs dispositions pour que le scrutin se passe à bonne date. Nous connaissons les dates, nous connaissons les échéances, les moyens sont mis en œuvre, suffisamment en tout cas, pour que nous soyons à l'heure. Médéric François Gongo, quelle lecture en faites-vous? Après le tâtonnement de la Sénat, après les hésitations au niveau du COSLEPI, suite, j'allais dire à la volonté inébranlable de l'exécutif de tirer le maximum de droits du côté de son candidat, la pression médiatique, la volonté populaire, la veille
quotidienne de la société civile ont eu raison de cette démarche de l'exécutif de faire gagner coûte que coûte son candidat déjà dès le premier tour. Le chaos, le spectre du chaos que nous avions déjà annoncé être factice depuis 3 mois et demi est complètement éloigné. Les candidats, les principaux candidats ont tiré leur épingle du jeu. Le peuple, dans une relative pacification du processus, dans la paix retrouvée, a donné la preuve qu'il est plus mature que les acteurs politiques. Nous avons constaté le déclin de la classe politique. Nous avons également constaté la mort des partis dits traditionnellement majoritaires, où, à l'évidence, on constate que le PRD et la Renaissance du Bénin, et même les alliés, même les FCBE, n'ont été que des coquilles vides qu'on nous a présentés comme des ténors, au fait, des colosses aux pieds d'Agile. Oui, maître Alain Roula, là, Bédari François Gongo est en train d'apprécier un peu les grandes leçons à tirer de ce scrutin. À vous regarder de plus près, vous faites aussi les mêmes approches. Une fois encore, le peuple a montré sa maturité, la classe politique est passée de près du but et les forces politiques les plus respectées d'antan sont en passe de perdre leur hégémonie? Je pense qu'il faut attendre la proclamation des tendances par la structure habilitée à le faire, c'est-à-dire la Sénat, avant de tirer des enseignements de ce scrutin. Et ces enseignements ne peuvent qu'être politiques ou polémiques. Je ne voudrais pas rentrer dans la polémique parce que ce n'est pas du tout une surprise pour moi de constater que les partis politiques traditionnels sont sur le déclin. J'ai toujours pensé et exprimé là où je le pouvais que ces partis politiques sont des partis morts vivants, entre guillemets, parce qu'ils n'ont jamais su donner au peuple l'orientation nécessaire. C'est des partis qui se sont toujours mis à l'abri et à l'abri du courage politique et à l'affût des opportunités, ne vont que là où le vent va. Et donc pour moi, il ne s'agit pas de partis politiques. Le déclin de ces partis politiques a été consommé déjà depuis l'avènement au pouvoir du docteur Boni Yayi, qui est arrivé sans parti, à la suite d'ailleurs de du prédécesseur de son prédécesseur, le président Nicéphore Soglo, qui est arrivé sans parti politique, ce qui veut dire que l'influence de ces partis se limitait et se réduisait déjà au fur et à mesure. Enfin, le signe le plus expressif de la mort de ces partis, c'est d'abord la candidature des hommes politiques émergents, la candidature des hommes d'affaires, les candidatures tous azimuts qui se sont effectuées en dehors, y compris en dépit des partis politiques, suffisait déjà à constater que leur influence est et doit rester limitée. Maintenant, nous verrons, sitôt ces élections passées, la recomposition inéluctable de la classe politique qui va lui succéder. Nous verrons si de nouvelles organisations peuvent arriver sur le terrain et insuffler un nouveau dynamisme à l'animation de la vie politique que notre Constitution, elle aussi critiquable, a à tort donné le monopole à ces organisations qui se font appeler partis politiques. Oui, l'homme de droit a mis suffisamment de gants, mais ce n'est pas retenu d'aller là où, en tout cas, les téléspectateurs voudraient bien avoir son point de vue. C'est manifeste qu'aujourd'hui, le code électoral aussi le permet de pouvoir avoir un regard sur ce qui est sorti des urnes, puisque le code électoral permet à ce que, juste à la fermeture des bureaux de vote, des comptes faits, qu'on puisse afficher au moins les grandes tendances. Et je sais que Maître a poussé, en position parfois d'analyste, a poussé son regard pour voir un peu ce qui s'y passe. Alors, la grande alliance rêvée qui devrait pousser très loin le candidat, celui qu'on a pris ici à tort ou à raison du candidat du pouvoir, pensez-vous que cette alliance a fait amende honorable? L'alliance, si nous devons nous en tenir aux chiffres susurrés ci et là, n'a pas été au rendez-vous, n'a pas été à la hauteur des espérances placées par ses promoteurs. Mais ce n'est pas la prudence nécessaire à l'analyse honnête et objective qui me fait me retenir dans mes déclarations, mais c'est tout simplement la réalité. Le scrutin n'est pas qu'arithmétique. Les résultats affichés dans les bureaux de vote ne sont pas nécessairement décisifs et décisoires sur la suite de l'événement, parce que ce n'est pas pour rien que l'on a prévu
un regard et une analyse de la Sénat, un regard de la Cour constitutionnelle, chacune de ces institutions à son niveau, pouvant corriger et les erreurs et rectifier les irrégularités, de sorte que, en toute objectivité, le profane, c'est-à-dire vous et moi, nonobstant nos instructions, peut décompter 100 bulletins sans pour autant que la Sénat puisse valider ces 100 bulletins, ne serait-ce que parce qu'il y aurait des irrégularités prévues par le Code électoral et dont ces bulletins pourraient être entachés, ce qui peut amener la Sénat à procéder à ces rectifications. De sorte que ce n'est pas prudence que d'afficher et que de proclamer avant que ces institutions n'aient à se prononcer les résultats. Mais ceci dit, je conviens avec vous que les chiffres concordants gonflés à souhait ou à loisir, effectivement, donnent des résultats qui obligent à la modération et à l'humilité quant à ce qui était attendu de l'Alliance républicaine. J'en conviens. Bédrick François Gogo, oui, il faut mettre aussi de gants, tout peut arriver. La Sénat, à son mot, a dit, la Cour constitutionnelle aussi, mais dans ce sens, est-ce que les chiffres qu'on est en train d'avancer, il ne faut pas demander aux différents candidats de savoir raison garder? Parce que tout peut basculer. Non, je pense que nous avons les chiffres issus des bureaux de vote donnent clairement des grandes tendances. Et nous avons les trois premiers sont là, nous les connaissons. Nous avons également une guerre psychologique, une bataille des chiffres qui est inéluctable lorsque l'on sait le rôle que les institutions en charge de la gestion organisationnelle et de la gestion des résultats du contentieux des élections sous nos cieux, lorsque nous savons par quelle magie, par quel tour de préméditation, ces structures en arrivent à faire avaler au peuple les couleuvres les plus amères. Dans le cas de figure, je pense que la pression doit être poursuivie pour que l'on ne transgresse pas, pour que l'on ne transmute pas, pour que l'on ne mette pas complètement sous boisseau la volonté populaire d'aller vers la rupture. L'une des grandes leçons, c'est qu'il y a une certification de la rupture, pas le refus du chaos factice qui a été avancé, pas le refus du candidat imposé, du président de la République, rejoint après par les partis dits grands ou majoritaires, de manière arithmétique, et nous le disions, c'était pas évident que ça marche sur le terrain. Nous devons également reconnaître que, en attendant bien sûr que la Sénat ne publie les grandes tendances et que la Cour constitutionnelle n'en vienne à nous donner les résultats définitifs, même si ces résultats peuvent être également attaqués d'une manière ou d'une autre, et cela fera l'objet de procédures, cela n'empêchera pas la prestation du serment du président à venir. Je crois que là, nous avons systématiquement une reprise en main de la situation politique par les opérateurs économiques qui recommandent, comme l'a dit tout à l'heure M. Rolla, une recomposition de la classe politique. Sur quelle base? Parce que les compteurs seront forcément mis à zéro. Et quels seraient les fondamentaux, quels seraient les sous-bassements sur lesquels vont se baser dans les jours à venir, dans les mois à venir, la classe politique, que ce soit vieillissante pour passer la main à la nouvelle génération, la classe politique naissante que l'on remarque au niveau d'une certaine vivacité, au niveau d'une certaine dynamique, au niveau des réseaux sociaux et des mouvements de jeunes. Dans quel creuset va-t-on recaler maintenant la recomposition de la classe politique pour ne pas rater le crochet? Je pense que les perspectives à venir sont celles-là. Mais aujourd'hui, par rapport aux résultats provisoires que nous avons, vous avez déjà des résultats provisoires, vous? Bon, je dirais par rapport aux résultats provisoires sortis des unes. Okay. Parce que, quoi qu'on dise, en entendant d'en avoir un peu le cœur net par rapport à ce que la Sénat va donner, dites, quelle appréciation faites-vous de l'effectif pléthorique qu'on a eu avec ce scrutin? Au regard des tendances. L'effectif pléthorique par rapport aux candidats. Ça aurait impacté? Par rapport aux candidats? Oui. Ou par rapport aux candidats? Non, mais au fait, la population a voté utile. Les populations ont voté utile, les populations ont choisi clairement d'exprimer leur position de refus de la politique mise en œuvre. Sinon, ces 10 dernières années, du moins ces 5 dernières années, par le président de la République, les populations ont donné un quitus aux acteurs économiques, blâmant de fait les acteurs politiques. Les populations ont voulu voir gérer les choses autrement que cela ne s'est passé. Les populations ont refusé cette continuité que beaucoup traduisaient à travers le « après nous, c'est nous ». Je crois que
de manière fondamentale, nous ne devons pas jouer à nous faire peur. De manière fondamentale, sous d'autres cieux, déjà au sorti des urnes, on a déjà les grandes tendances et nous n'allons pas nous limiter à penser qu'il y aura le miracle. Dans le cas de figure, même si la prudence nous recommande d'y aller à pas de sénateurs, hein, mais je crois que la pression médiatique, la pression populaire fera que les institutions en place, même sous ordre, n'iraient pas outre mesure la décision populaire. Parce que l'on nous a signalé hier déjà qu'il y aurait au niveau de la Sénat un changement par rapport aux responsables de la cellule informatique qui, par magie, par acrobatie, se retrouverait dans le bureau de l'éminent professeur Bossou, alors qu'auparavant, il serait dans le bureau. Tout ça reste à vérifier. Non, vous savez, pas vérifié, ce n'est pas encore officiel. Non, les rumeurs étaient des plus folles hier sur les réseaux sociaux. Nous devons anticiper sur les informations intentionnelles. Nous avons l'obligation, dans la suite logique du combat que nous avions amené au niveau de la presse, pour obliger les candidats à aller vers les projets de société, pour obliger le COS-LEPI à lâcher rapidement du lest, pour laisser le CNT travailler, pour amener la Sénat à éviter de tâtonner, parce qu'on a vu, on a dit, au début, on peut aller avec les 2-4 en allant dans le sens de la cour conventionnelle. Après, on dit non, c'est seulement dans les zones où les nouvelles cartes n'ont pas été distribuées. Et finalement, c'est la pression médiatique, la pression populaire, qui a également amené la Sénat à accepter les 2-4 partout et à volonté la carte d'identité, là où la deuxième carte n'a pas été distribuée. Je pense que le travail de veille médiatique, pas pour soutenir un candidat contre un autre, mais pour que le meilleur des meilleurs gagnent parmi eux tous. Et que la rupture telle qu'exprimée par les populations ne soit pas tronquée. Ne soit pas tronquée, parce que si nous ne le disons pas, à quoi aurait servi tous ces mois à veiller? Maître Alain Ronla, le miracle n'aurait-il pas été possible sans, comme le dit Médéric François Ngogo, les hommes médias, la société civile, le peuple auraient joué un rôle d'appoint? Écoutez, vous connaissez ma position, je veux dire ma circonspection par rapport à nos acteurs politiques, par rapport à ceux qui nous gouvernent et par rapport aux institutions dont il s'avère qu'elles se laissent manipuler ou influencer. C'est vrai que la pression est normale, elle est légitime. La veille est obligatoire, mais il ne faut pas confondre veille et pression pour se substituer aux institutions. Écoutez, la démocratie apaisée, des élections organisées à temps, en toute transparence, c'est également l'humilité des acteurs de la société civile, humilité qui ne commande pas qu'une forte pression soit mise pour décider et proclamer avant les institutions habilitées à le faire les résultats, les tendances. La démocratie, ce n'est pas uniquement les bulletins qu'on met dans l'urne. Les modalités d'animation de notre vie politique, les modalités de campagne, où beaucoup d'argent circule, ne sont pas des leviers de démocratie. Donc moi je pense que tout le monde doit rester calme et ne pas se contenter de dire 100 bulletins ont été exprimés dans les urnes pour tel et tel candidat, pour en conclure que c'est l'expression réelle de la volonté réelle de nos électeurs. Médéric a parlé de linéarité, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, du scrutin sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, ce n'est pas la même culture. Les gens ont une conscience politique ou une conscience citoyenne suffisamment élevée pour savoir à peu près dans quel sens voter, encore que. Et donc, il n'y a pas de trucs autour pour influencer. Ce n'est pas le cas de nos populations, vous le savez très bien, et les acteurs politiques, dans leur ensemble, vont jouer sur les bas besoins, les bas instincts des électeurs, notamment par le phénomène dit de l'achat des consciences. Donc, nous ne pouvons pas crier très haut, très fort, que ce qui va dans les urnes ou qui sort des urnes est nécessairement l'expression d'une envie de suivre ceux qui auraient le vent en poupe. Ceci étant, oui, je vous en prie, ceci étant, je n'ai aucune raison de penser que l'on était en attente de miracle. C'est tout à fait légitime pour les acteurs politiques de spéculer
sur leurs chances de succès. Je ne pense pas qu'on aille aux élections en se disant « je suis perdu d'avance ». Tout le monde crie au chaos et ce n'est pas parce que l'on crie au chaos que ce chaos est systématiquement admis par les institutions. On a fait ce procès ici, par exemple, au peuple nigérien où le président a proclamé à corps et à cri qu'il voulait le chaos. Les résultats ont démontré qu'il n'a pas eu son chaos. Je pense que les acteurs ici, certains de manière maladroite et malsaine, ont revendiqué et justifié d'avance le chaos. Ce n'est pas évident que celui-ci arrive, mais je pense que nous devons raison garder et attendre une proclamation officielle des tendances. Je précise, et ce n'est pas pour préparer à un miracle, que le scrutin n'est pas qu'arithmétique et qu'il y a des travaux de correction objectifs, honnêtes à effectuer. Médéric François Gongo, oui, il faut savoir raison garder. Mais un peu dans le rétroviseur, il faut constater que le peuple béninois a évité le pire de justesse. Et cela, on pouvait l'éviter, Médéric François Gongo. 25 ans d'expérience démocratique. Pourquoi doit-on en être encore à tâtonner sur l'essentiel? Même les finances essentielles pour le déroulement du processus électoral font défaut. Il faut attendre pratiquement 2 semaines de la date butoir pour décaisser les fonds. L'irresponsabilité des acteurs politiques et la volonté de l'exécutif de jouer coûte que coûte au gagnant avant le jeu nous amène à constater des difficultés, des problèmes au niveau de l'organisation des élections. Sinon que 25 ans et plus après près de 100 milliards. Oui, pour faire une projection, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Après 100 milliards investis pour l'effectivité d'une liste électorale permanente informatisée, je pense qu'il va falloir aller vers la discipline. La discipline au niveau des acteurs politiques qui vont devoir changer de fusil d'épaule. La discipline au niveau du peuple qui va devoir s'organiser pour en exiger au maximum et en exiger dans la ligne droite des choses, parce qu'il ne faut pas y aller en porte-à-faux avec la réglementation en vigueur. Et c'est en cela qu'à la suite de Maître Roula, je dis qu'évidemment, nous ne devons pas crier à la victoire dans un cas ou dans un autre. Au niveau des médias, nous ne devons pas laisser le libre cours aux spéculations, mais il est d'une vérité de cristal qu'aujourd'hui, la volonté du peuple d'aller vers la rupture a été exprimée et le contraire m'étonnerait. Maître Alain Roula, que faut-il faire pour éviter toute cette sueur froide donnée à tout un peuple? Pas une première, et on a évité le pire, disais-je, de justesse. 2 minutes pour vous dire que les résultats de ces inorganisations sont consubstantiels à nos personnes, à nos dirigeants à tout point de vue. Ce n'est pas nécessairement au niveau de l'organisation des élections que vous constatez le désordre, la désorganisation. À ceci près, qu'en ce qui concerne les élections, tous acteurs réunis, ce n'est pas que l'exécutif. Évidemment que c'est l'exécutif qui décaisse, mais ceux qui sont chargés d'organiser sortent d'un peu partout et pèsent aussi sur le déroulement du processus. Donc, la particularité en matière d'organisation d'élections, c'est qu'il y a toujours une volonté affichée de part et d'autre de tricher, ce qui rajoute à l'organisation et qui nous complique la tâche. Alors, effectivement, puisque Médéric Gongo dit que le peuple veut cette rupture, ce qui est vrai, nous aussi appelons à cette rupture. Nous sommes partisans de la rupture. Et en projection, que faut-il faire pour éviter tout simplement que nous ayons affaire à des gens compétents, honnêtes, consciencieux, qui doivent comprendre que ne pas faire les choses à temps est une faute qui leur est imputable et pour laquelle ils doivent être sanctionnés. Discipline, discipline, bonne gouvernance, tout simplement. Discipline, discipline, bonne gouvernance, ça peut permettre aux pays africains qui, cette période-ci, en sont tous à vouloir aller à l'alternance, de pouvoir passer le cap sans effusion de sang, sans violence. Le continent en a besoin. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant bulletin d'information sur SICA Info Matin. Très rapidement, la liaison avec la rédaction. On vous revient sur 100% Bénin. SICA TV fait escale au Bénin pendant toute la période électorale.